Impacter les performances du port autonome de Cotonou, mot d'ordre des agents de cette entreprise portuaire qui s'y engagent à travers leur amicale. Séjour au Bénin du président de la commission de l'UEMOA qui fait une halte sur un chantier frontalier, celui des postes douaniers d'Ilakandji, une descente d'inspection effectuée avec le ministre béninois des Infrastructures. Pour qu'elles ne se sentent en territoire perdu de la République, les populations frontalières de Pereira ont reçu modules de classe et logements pour enseignants, des infrastructures offertes par l'Agence béninoise de gestion des espaces frontaliers. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Impacter les performances du port autonome de Cotonou. Réfléchir à l'utile en temps agréable, c'est la marque de Convipac, entendez, amicale pour la convivialité entre les agents du port autonome de Cotonou. Oui, une amicale de la joie qui, même en mode détente, s'offre une rencontre de partage d'idées pour relever le niveau de leur entreprise. C'est rare, ça vaut le détour que nous offre Génial Afouda Monsi Aboka et Igor Ayoso. Échange à huis clos entre les acteurs du port autonome de Cotonou sur les défis de leur structure. Une journée de réflexion dont le but est de contribuer à l'amélioration de la performance au sein de l'entreprise. C'est le moment de commencer à discuter et de commencer à mettre en place l'organisation. Et l'organisation, ça veut dire c'est nous tous, et ce n'est pas seulement la direction générale, ce n'est pas le comité opérationnel, mais on a besoin du support et du soutien de vous tous. Et ce forum, cet atelier, c'est un vrai creuset pour échange des expériences, échange des idées. Performance et répartition de la valeur ajoutée, digitalisation ou encore obligation des acteurs de la performance sont les thèmes débattus tout au long des travaux. Nous, au port autonome de Cotonou, nous avons décidé de faire toujours le maximum pour que le port de Cotonou soit toujours performant. Parce que nous avons l'ambition de devenir le meilleur port de l'Afrique. Et c'est pour cela que nous avons organisé ces assises pour amener le personnel à prendre davantage conscience et à œuvrer par tous les moyens pour que notre entreprise soit toujours performante. Que chacun, à son niveau, puisse promouvoir surtout les comportements professionnels, à savoir la ponctualité, la loyauté, la convivialité et l'écoute. L'amicale pour la convivialité entre les agents du port autonome de Cotonou Convipac, initiatrice de l'événement, a été créée en 2013. Performance entrepreneuriale, il en est aussi question derrière cette mesure de gouvernement pour améliorer les délais de paiement de ce que l'État doit aux petites et moyennes entreprises pour le compte de leurs prestations. Enjeu pas toujours mis en relief. Au-delà du confort de trésorerie, le cash flow qu'assure cette mesure au PME est aussi facteur de performance. Le ministre de tutelle, Modeste Teunte Kerekou, s'est confié à ce sujet à Lenaï Kagwazaou et à Ernest Tetegou. Cette mesure vient pour encore aller loin parce que déjà le gouvernement a fait voter en mars 2020 la loi numéro 2020-03 du 20 mars 2020 portant développement et promotion des petites et moyennes entreprises en République du Bénin. Cette loi disposait déjà que pour cette catégorie d'acteurs économiques importants en raison de la taille de l'économie nationale, qu'il fallait que l'État s'engage à honorer leurs factures maximum dans un délai de 2 mois, 60 jours. C'est ce qui était prévu déjà par la loi. Mais dans le souci toujours de faciliter la tâche à ces acteurs économiques importants, la haute autorité a donné des instructions fermes au ministre d'État chargé de l'économie et des finances afin que ces services puissent faire un effort supplémentaire. La loi est disposée ou est donnée 60 jours que les promoteurs de petites et moyennes entreprises puissent être satisfaits dans des délais encore plus courts. 30 jours calendaires dès lors que la preuve du service fait
aura été réel. Je pense que les acteurs économiques eux-mêmes peuvent vous dire l'importance de cette décision que le président de la République a instruite. Parce que quand on n'est pas du secteur, quand on ne sait pas les peines, les difficultés que ces derniers vivent, avec comme corollaire les conséquences sur le développement, sur l'essor de leur entreprise, on ne peut pas juger à sa juste valeur, à la juste mesure, cette mesure de cette décision que je pourrais qualifier d'historique. Ce n'est pas pour rien que depuis octobre 2017, le président de la République, son Excellence le président Patrice Talon, a combiné le ministère en charge des PME et celui de l'emploi. Nous avons l'habitude de dire très simplement que pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Il faut soutenir les employeurs. On ne peut pas créer l'emploi sans créer d'employeurs. L'emploi n'est pas une donnée ex nihilo. C'est les créateurs d'emplois qui créent les emplois. C'est une mesure qui vient au soutien des créateurs d'emplois. C'est une mesure qui va favoriser la création d'emplois. Donc, en fait, une mesure au profit des micro, petites et moyennes entreprises, mais également une mesure au profit des chercheurs d'emploi. Donc, nous sommes très satisfaits. Incitation à l'entrepreneuriat agricole, cette fois-ci dans les terroirs locaux. On est dans la commune d'Abomey-Calavi, où l'ONG baptisée Initiative Action et Développement met en œuvre un projet d'élevage destiné aux jeunes en quête de reconversion ou d'insertion professionnelle. Ils sont 129 en provenance des 9 arrondissements de la commune. Après leur initiation, voici venu le moment de voler de leurs propres ailes. Ça s'appelle Libération chez les artisans. Ici, elle a pris une allure solennelle, présidée par le maire en personne, Patrick Diossou, et Patrick Guimavo nous en témoignent. Une camionnette emplie de caisses empilées. Des caisses qui sont en fait des couveuses de poussins. Des couveuses destinées à l'élevage de poulets locaux. Un élevage, projet de l'ONG Initiative Action et Développement. Un projet qui a reçu assentiment et financement chez le maire Angelo Évariste Arwandino. Je saisis l'opportunité pour remercier du fond de cœur l'ONG Initiative Action et Développement pour sa franche collaboration et son engagement aux côtés de la commune d'Abomey-Calavi en exprimant ici ma disponibilité à accueillir d'autres projets aussi innovants susceptibles d'impacter positivement les couches vulnérables de ma commune. Plus de 4 mois de formation pour les près de 130 bénéficiaires. Attestation de formation remise et reçue officiellement. Félicitations à vous. Couveuse de poussins confiée solennellement. Les représentants des récipiendaires ne peuvent ni couver ni couvrir leur joie. Je remercie Monsieur le maire. J'aimerais vous prier de l'ovationner très fort. Le maire Angelo se veut l'ange protecteur après avoir été l'ange donateur. Ce que vous venez de recevoir comme formation et la couveuse que vous venez de recevoir, vous allez les utiliser et en tirer énormément profit. Le profit visé, c'est que ces couveuses vides s'emplissent d'œufs de poules locales et se remplissent de poussins locaux, faisant d'Abomey-Calavi le plus grand fournisseur de poulets bicyclettes. Bravo aussi à ces personnes jeunes dans leur tête pour entreprendre à tout âge. Métier d'artisan, fier d'être tricoteuse. Et oui, et c'est le cas de 2 jeunes femmes aux doigts magiques. À l'occasion de la Journée mondiale du tricot, célébrée ce vendredi 11 juin 2021, Fifame Salomé Atadedji nous amène à la découverte de 2 étudiantes qui ont fait du tricotage une passion plutôt rentable. Suivant. Tête baissée, regard fixé sur sa machine, elle fait preuve de concentration comme pour dire « tout doit être fait dans la perfection ». Cette action n'a cessé d'être répétée jusqu'à l'obtention de ce résultat. Aujourd'hui, étudiante en 2e année de marketing commercial et communication, l'amour de Jonial pour le tricot naît alors qu'elle était encore au secondaire. Déjà en 4e,
j'arrivais à gagner un peu de sous en le vendant à mes camarades de classe. Mais après, je l'ai arrêté. Mais cette pause ne dura pas longtemps. Le Covid apparaît peu de temps après et la renvoie aux vieilles habitudes. J'ai commencé par poster sur les réseaux, les gens se sont intéressés. J'arrive quand même à gérer mon emploi du temps. Une fois rentrée, je me mets au travail. Après ça, je reprends les cours, je révise. Changement de lieu, mais même élément de décor. Comme Jonial, Armel est tout aussi passionné de tricotage. Armel pratique son art d'une manière différente de celle de Jonial. Ici, on parle du crochet. On a souvent l'habitude de confondre le tricot au crochet. Maintenant, quelle est la différence? C'est dans l'outil utilisé. Le crochet, c'est juste un seul instrument, un crochet. Par contre, avec le tricot, c'est 2 bâtons. Et parfois, des gens utilisent aussi la machine pour le faire. Elle commence à s'intéresser au crochet en classe de seconde. Au fil du temps, la jeune étudiante prend goût à la chose et n'arrive plus à s'en passer. Au début, quand je commençais, c'était beaucoup par passion, par passe-temps. Mais j'ai commencé à faire donc des vêtements que je portais. Et donc, quand des amis ont commencé à voir, ils me demandaient de leur faire et ils voulaient même me payer pour ça. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas en faire une activité? Je fais des vêtements et accessoires au crochet, donc des hauts, des jupes, des robes, des bouts d'oreilles, des chouchous. Je peux faire du tout avec du crochet. Il faut vraiment qu'on cherche nous-mêmes à faire quelque chose d'autre. Il ne faut pas uniquement se concentrer sur les études. Malgré les difficultés qu'elles peuvent rencontrer au cours de leur double vie estudiantine et artistique, ces jeunes femmes ne lâchent pas leur amour pour la laine tricotée au bout d'une aiguille ou encore sur une machine. À chacun et à chacune, donc, le chemin d'une passion qui épanouit. Nous sommes au 12 juin, à la journée de nous sommes au 12 juin, à la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Et contre ce travail des enfants, l'État béninois envisage de corser les mesures répressives. Le directeur des normes et de la statistique du travail nous donne ici quelques précisions. Nous avons l'intention de renforcer déjà le dispositif qui est en place. Sur le plan juridique, et nous sommes dans le processus de ratification de 2 instruments internationaux majeurs, à savoir la Convention de l'OIT sur le travail domestique, la Convention numéro 189 de l'OIT sur le travail domestique. Le processus est en cours et va aboutir cette année. Voyez. Il y a également la Convention 129 de l'OIT sur l'inspection du travail dans l'agriculture. Je vous ai dit que le secteur agricole est le secteur en premier, n'est-ce pas, qui utilise les enfants. Et donc, cette convention n'a pas été ratifiée encore par notre pays. Nous avons fait les études préalables et les acteurs se sont entendus pour que nous allions à la ratification. Ça va permettre de renforcer le cadre juridique et de prendre en charge, n'est-ce pas, les 2 secteurs, le travail domestique et le travail agricole. Ensuite, nous allons engager le processus de répression cette année, comme perspective. Il y a également que le secteur du commerce, en particulier les marchés, quand vous rentrez dans nos marchés, vous voyez beaucoup d'enfants qui y sont. Ça nous préoccupe énormément et il y a une réflexion qui est en train d'être faite pour voir dans quelle mesure reprendre la main, n'est-ce pas, sur ce secteur-là, ces activités-là, pour aller vers vraiment une maîtrise du phénomène dans le secteur. Actuellement, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour construire des marchés modernes. Alors vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas admettre que des enfants aillent travailler au ces marchés-là. Étant donné que c'est des marchés modernes d'un autre type que nous aurons dans notre pays, on ne peut pas admettre que cela arrive. Donc nous avons des discussions avec nos collègues du ministère du Commerce pour voir dans quelle mesure il faudra mettre en place des dispositifs pour que dès la concession, n'est-ce pas, des magasins et tout, qu'il y ait des accords clairs pour ceux qui vont exploiter ces lieux-là, de ne pas admettre que les enfants travaillent sur cela.
Ça, c'est pour les mesures corsées pour faire face au travail des enfants. Mais quel est l'état des lieux qui les a motivés, ces mesures? On va suivre le point fait par Ghislaine Adimi et Oseni Adeleke. Ils sont des milliers d'enfants aujourd'hui à travers le monde à être en situation de travail. Le travail des enfants revêt des formes très différentes au Bénin. Les pratiques les plus courantes sont celles des enfants vendeurs ambulants, apprentis, manœuvres ou aides de maison. Un enfant sur 3 est en situation de travail. Et lorsqu'on regarde les secteurs de forte prévalence, on peut constater que dans l'agriculture, à travers le secteur primaire en général, nous avons beaucoup d'enfants. Donc environ 60% des enfants évoluent, n'est-ce pas, dans le contexte de travail des enfants dans ce secteur-là. Un état des lieux peu reluisant au regard des objectifs de développement durable, notamment la cible 8.7, mettre fin au travail des enfants d'ici 2025. Techniquement, la pauvreté est retenue comme une cause du travail des enfants, mais c'est aussi une conséquence. C'est un couteau à double tranchant. Alors, on ne va pas atteindre d'en finir avec la pauvreté pour commencer à lutter contre le travail des enfants, surtout que le travail des enfants est un fait générateur même de la pauvreté. Le message que nous passons sur le terrain, c'est vraiment que les parents arrêtent de voir en l'exploitation de leurs enfants une solution à leurs problèmes de pauvreté. L'année 2021 est justement désignée par les Nations Unies depuis 2019 comme année internationale de l'élimination du travail des enfants. Malgré le nombre d'actions qui sont entreprises par les gouvernants pour l'atteinte des objectifs, les bonnes résolutions peinent à prendre. D'où la nécessité et l'urgence d'agir autrement. Beaucoup de personnes sont informées que l'utilisation des enfants en dehors des conditions qui sont prévues constitue donc une infraction à la loi qui est prévue. Et donc, à partir de cette année, nous avons décidé de passer à une étape supérieure. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs des actions que nous menons au cours de cette année dans le cadre de la mobilisation sociale pour le 2 juin. Nous avons décidé de faire un pas de plus maintenant, c'est-à-dire que nous engager sur la voie de la répression des auteurs. À la suite des actions d'information, de sensibilisation et des mesures de répression, les acteurs de la société civile préconisent que l'État devrait faciliter l'accès à la propriété, au financement ciblé surtout pour les femmes, mais également à une assistance technique pour la mise en place des micro-projets et des activités génératrices de revenus, afin de permettre l'émancipation économique des populations les plus vulnérables. Aussi, l'amélioration de la productivité agricole est indispensable, ce qui permettra de libérer les enfants pour les envoyer à l'école. Plus besoin pour les candidats au diplôme d'expertise comptable d'effectuer le coûteux voyage en France pour aller valider certaines étapes. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin leur facilite l'accès à ce diplôme tant aux étudiants du Bénin qu'à ceux d'autres pays d'Afrique. Et c'est ceci grâce à son partenariat avec l'Académie de Nantes. Tout se passe désormais au Bénin, en tout cas les étapes préliminaires. Une quarantaine d'étudiants ont composé ce vendredi. Stanislas Limpon, Françoise Insouyide. Liliane tente de convaincre ses examinateurs venus de l'Académie de Nantes en France. La candidate planche ici sur une épreuve orale de communication professionnelle. Il s'agit de l'une des unités d'enseignement à valider avant d'obtenir le diplôme de comptabilité et de gestion du cursus français d'expertise comptable décentralisé pour les étudiants béninois et de la sous-région ouest-africaine. Nous sommes arrivés au chiffre record, qui reste relativement bas, mais quand même le plus important depuis 2013, de 44 candidats. Tous les candidats qui réussissent au Bénin le diplôme de comptabilité et de gestion, le DCG, peuvent s'orienter soit vers le monde du travail, soit vers la poursuite d'études, et donc vers le DSCG, qui les mènera ensuite vers le DEC s'ils le veulent et s'ils le peuvent. Chaque candidat subit l'épreuve durant 1 heure. L'UE13, c'est la dernière épreuve du DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion, qui est la licence dans le cursus de l'expertise comptable en France. Cette dernière épreuve obligeait les candidats à faire le voyage pour aller en France. Désormais, à Cotonou, sans voyager en France, les étudiants peuvent accéder à tous ces diplômes.
Depuis 8 ans, l'Académie de Nantes organise cet examen à Cotonou en partenariat avec l'Ordre des experts comptables du Bénin. Actualité de la gouvernance locale, on retourne à Abomey-Calavi qui décidément fait parler d'elle, cette commune, pour un conseil communal rotatif. C'est l'arrondissement de Toba qui a accueilli ce vendredi ce conseil de municipalité rotatif dans une approche participative. Il est question de trouver des solutions aux freins du développement local. Lénaïk Agbazaou, Brice Chibozo. C'est un rendez-vous qui permet de passer à la loupe les entraves au développement d'une localité précise de la commune. Pour ce conseil de municipalité, les chefs d'arrondissement et le maire d'Abomey-Calavi sont en face des habitants de l'arrondissement de Toba. L'organe exécutif du conseil communal d'Abomey-Calavi a fait l'option de se rapprocher de la population à la base pour étudier avec elle ses besoins dont la satisfaction améliorerait qualitativement ses conditions de vie. La balle est saisie au bon par le chef d'arrondissement pour présenter l'état des lieux et exposer les différentes préoccupations des populations. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion pour remercier le chef de l'État pour tous les travaux et infrastructures dont a bénéficié notre arrondissement Toba. Malgré tous ces efforts, il me plaît de rappeler qu'il reste beaucoup à faire. Il s'agit entre autres de l'électrification des villages, la reprise des travaux de lotissement, le reprofilage des voies, l'accès à l'eau potable et la libération des voies principales par les femmes des marchés. Pour faire face à ces légitimes besoins avec efficacité, il faut donc des ressources financières. Et c'est pourquoi j'en appelle à votre sens aigu de responsabilité, à l'engagement de tous et de chacun pour une meilleure mobilisation des ressources propres de la commune. Après cette séance publique, les autorités administratives et les directeurs techniques de la mairie vont se réunir en comité restreint pour élaborer des approches de solutions aux différents problèmes posés. On va se pencher à présent sur un acte intégrateur de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, pas en dehors des frontières du Bénin, mais à l'intérieur. Vous le verrez, il s'agit d'infrastructures socio-communautaires construites dans la commune de Perere, des modules de salles de classe et des logements pour enseignants dans plusieurs villages de la zone frontalière Bénin-Nigeria. Désormais, ces citoyens se sentiraient plus béninois et non plus en territoire étranger de la République. Fitis Ahouhe, Alexis Assoba. Voilà le geste du directeur général de l'ABGF et du premier adjoint au maire de Perere consacrant la mise en service de ce module de classe. L'ouvrage fait partie du lot d'infrastructures socio-communautaires érigées à Perere dans 3 villages frontaliers avec le Nigeria. Les populations de Ogomwe, de Wourou-Paru et de Bouin vous remercient infiniment, monsieur le directeur général. Nous demandons encore un peu plus par rapport à la voie et le pont de Suie qui constitue vraiment un grand calvaire pour les populations qui sont vers les localités de la frontière Ogomouin-Boria. Ogamoin, Bouy et Oru-Ourek-Paru voient ainsi la présence de l'État se renforcer à travers la BGF. Ces territoires béninois étaient administrés jusqu'en avril 2015 par le Nigeria. Repris en main par le Bénin il y a 6 ans, la BGF s'attelle à en faire une zone fortement marquée par la présence de l'État. Les maîtres souffraient, ils étaient dans des bâtiments incommodes et des fois fuient pour retourner dormir à Sono ou à Perere. C'est ça qui a fait que nous avons décidé de construire donc ces 3 lots de logements qui seront équipés pour donc permettre à nos maîtres de dormir sur place. Cette ambition se concrétise avec la construction de ces logements pour les instituteurs et les directeurs d'école. Dans la commune de Perere, ce poste de police situé précisément à la frontière est aussi l'œuvre de l'État béninois à travers la BGF en vue de la sécurité des populations. Pour les habitants des villages bénéficiaires de ces infrastructures socio-communautaires, cela ne fait que raviver leur sentiment d'appartenance à l'État béninois. Oui, joie légitime. On va parler à présent de sécurité frontalière.
Et à l'occasion de la 8e édition de la Semaine des frontières, qui a réuni à Nati Tengou les acteurs qui interviennent dans la sécurisation des frontières du département de l'Atakora, eh bien, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers a réuni cadre de la préfecture ainsi que cadre des communes de l'Atakora pour réfléchir à une meilleure prise en charge de la question sécuritaire autour des frontières. Bernard Djobé, Agnat Bello. Renforcer le système du renseignement territorial dans le département de l'Atakora, tel est l'objectif visé par l'atelier initié par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Un objectif qui ne peut être atteint sans l'implication des élus locaux, selon le représentant du maire de Nati Tengou. Quant au représentant du préfet de l'Atakora, il s'est réjoui de la tenue de l'atelier qui va contribuer à la préservation de la paix sociale en zone frontalière. Cet atelier répond donc à un double impératif, celui de donner l'occasion aux collectivités locales frontalières, aux forces de défense et de sécurité et aux décideurs nationaux d'échanger et de participer à la production de connaissances permettant d'élaborer des réponses appropriées et de sensibiliser les populations frontalières à la paix sociale. Elle vise à sensibiliser et à renforcer les capacités des gestionnaires des territoires que sont les élus locaux ici présents en relation avec les forces de défense et de sécurité au fin de s'assurer de l'engagement et de l'implication des communautés dans la coproduction de la sécurité. Ceci pour jeter les bases au niveau du Bénin pour la promotion de la cohésion régionale tant souhaitée. Des propositions qui renforcent la sécurisation transfrontalière sont donc attendues à l'issue de ces assises. Annoncé en titre, le ministre des Infrastructures et des Transports, accompagné du président de la commission de l'UEMOA, les deux personnalités ont fait une descente sur le site des postes de contrôle juxtaposés d'Ila Kondji. La visite qui s'est déroulée hier, jeudi, avant-hier, a permis aux deux hauts responsables de s'assurer d'une bonne évolution des travaux, des infrastructures en construction. Et c'est sous les yeux de Général Afouda, Monsi Aboka. La première voie à droite permet aux véhicules légers de parcourir le grand hangar. Le chef des opérations du chantier des postes de contrôle juxtaposés d'Ila Kondji en pleine démonstration face à Hervé Kherouma. Le technicien s'attelle ainsi à donner au ministre des Transports et des Infrastructures un aperçu du joyau destiné à fluidifier le trafic entre le Bénin et le Togo, ainsi que tous les pays de la sous-région. Ce poste de contrôle juxtaposé est réalisé dans le cadre de la stratégie de facilitation des transports dans l'espace UEMOA. Actuellement, nous sommes en phase d'achèvement des travaux. Nous avons connu des difficultés en termes de respect des délais. Mais nous espérons que d'ici là, nous allons rapidement régler les petites questions, les travaux d'achèvement qui restent à faire. Également membre de la délégation de cette visite, le président de la commission de l'UEMOA chargé de la maîtrise de l'ouvrage. C'est une infrastructure qui a coûté près de 9 milliards de francs. Donc je crois qu'il est utile très rapidement de mettre en service, en tirer profit pour atteindre les objectifs initiaux qui ont été fixés. Voilà, donc à vue d'œil, c'est satisfaction parce que l'infrastructure est là. Quand on regarde dans le détail, il y a quelques petits soucis qu'il faut régler très rapidement et je pense que cela sera fait dans les meilleurs délais. La construction et l'équipement des postes de contrôle juxtaposés s'inscrivent dans la mise en œuvre du projet multinational Bénin-Togo de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et de la facilitation du transport sur le corridor Abidjan-Lagos, phase 1. De nouveaux agents de la police républicaine, des militaires et des agents des eaux et forêts, 1100 au total, ont été présentés au drapeau national à travers une cérémonie présidée par les ministres de la Défense nationale et celui de l'Intérieur, devant le corps d'encadrement et parents. Nestor Sela et Alexis Assoba aussi. Après 5 mois de formation commune de base axée sur la culture militaire, le règlement, le combat, l'armement,
Les nouvelles recrues de classe 2020 sont officiellement présentées au drapeau national. Ces 1100 jeunes, dont 89 femmes, reçoivent leurs fourragères des premiers responsables de l'armée béninoise. Ils sont désormais des hommes et des femmes physiquement endurcis et surtout imbus des valeurs républicaines qui caractérisent les forces de défense et de sécurité. Il faut les habiller, il faut les nourrir, il faut les former. C'est plusieurs milliards qui ont été éjectés, investis là. Ça veut dire que le président veut pour le Bénin des policiers, des militaires et des gendarmes forêts bien aguerris. Parce qu'il n'y a pas de développement sans paix dans un pays. Vous avez vu dans notre pays, nous avons décidé de créer le commissariat au niveau des arrondissements. Nous en avons 546 au Bénin, les arrondissements. 300 ont déjà de commissariat. Mais il faut aussi donner le commissariat aux 246 qui restent. Je crois que ces jeunes vont nous aider à relever ces défis-là. Et nous voulons compter sur eux. Ce que j'ai à leur prodiguer comme conseil, c'est d'être toujours responsable. Le gouvernement imprime ainsi une marque de défense de l'environnement avec dans le rang 100 jeunes agents eau et forêt. Nous avons 100 gardes forestiers. La protection des ressources naturelles est un défi pour notre pays et le gouvernement a vu juste. À travers ce défilé bien rythmé, ces jeunes recrues de la police républicaine, des militaires et des eaux et forêts s'engagent à défendre la patrie au prix de leur vie. C'est sur cette heure de sécurité que finit ce journal. Je vous souhaite une nuit sereine. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa confection. Bonsoir chez vous.